Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. C'est fait, les résultats du baccalauréat session 2020 ont été publiés ce vendredi. On enregistre un taux de réussite de 40,08% contre 41,23% l'année dernière. Le délai pour les réclamations est fixé du 15 au 17 août prochain. Plus de 318 000 candidats étaient en lice. Retour au calme ce vendredi après la journée de tension observée hier lors des manifestations de l'opposition. À l'intérieur du pays, notamment Bonoa, Daoukro, on enregistre des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le gouvernement appelle à l'apaisement. Nous ferons le point de la situation avec le porte-parole de la police nationale dans ce 20h. Retour à la normale au niveau des tarifs dans les transports en commun. Le gouvernement appelle les transporteurs à revenir aux anciens prix au profit des usagers. Après la levée des mesures restrictives, des efforts sont consentis au profit du secteur des transports confronté aux conséquences financières liées à la pandémie du Covid-19. Situation de plus en plus tendue en Méditerranée orientale où la Grèce et la Turquie poursuivent leur bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures. Tout en campant sur ses positions, la Turquie isolée dans ce dossier souhaite une solution négociée avec l'aide de l'Allemagne. Bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, notre pays, avec une journée de tension hier jeudi lors des manifestations de l'opposition. À l'intérieur du pays, notamment Bonoa, Daoukro, on enregistre des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Quelques incidents ont été signalés ce vendredi. Quel est justement le point de la situation? Nous en saurons davantage avec notre invité. Il s'agit du porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Bleu Charlemagne. Bonsoir, monsieur le commissaire principal. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, dites-nous, quel est le point de la situation de ce vendredi après la journée de manifestation d'hier? Bien, nous sommes sur ce plateau dépêchés donc par monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour vous faire le communiqué bilan donc du point de la situation sur le terrain. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les manifestations organisées dans certaines villes de notre pays suite à l'appel lancé par des formations politiques de l'opposition, fortement relayées par les réseaux sociaux, ont engendré de nombreux dérapages. Ainsi, du lundi 10 août 2020 à ce jour, le bilan fait état de dégâts humains et matériels importants. 1. Au plan humain, 0,5 morts et 104 blessés. Au titre des pertes en vies humaines, on dénomme 3 morts à Daoukro, 1 mort à Gagnoua et 1 mort à Bonoa. Au titre des blessés, on enregistre 104 blessés au total, dont 10 policiers, 2 gendarmes et 92 civils. Par ailleurs, parmi les blessés, le chef de service du commissariat de police de Bonoa, pris à partie par des manifestants, n'a eu son salut que grâce à l'intervention et la protection de Sa Majesté le roi de Bonoa. Les blessés graves ont été pris en charge dans les structures sanitaires adaptées. Au plan matériel, on note la destruction de plusieurs bâtiments à usage commercial, administratif et d'habitation, notamment le commissariat de police de Bonoa et les sièges du PLCI et du RHDP à Daoukro. De même, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers, ainsi que 0,5 bus de la Sotra, ont été incendiés ou vandalisés. Au titre des interpellations, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre ont interpellé 68 manifestants pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui. Il convient de souligner que grâce à l'action des forces de l'ordre et des différentes médiations entreprises, le calme est revenu sur l'étendue du territoire national. Tout en déplorant ces actes de vandalisme et leurs conséquences dommageables dont on aurait pu faire l'économie, le gouvernement appelle l'ensemble des populations à la retenue, au civisme et à la responsabilité. Fait à Abidjan le 14 août 2020, le général Wagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous remercie. Alors, monsieur le commissaire principal, on sait depuis hier, Daoukro est le théâtre de violents affrontements. Des incidents
ont été également signalés ce vendredi, et vous l'avez attesté. Alors, devant-on craindre demain encore, samedi, que font justement les forces de l'ordre? Merci, madame. En fait, d'épouvantail, parce que généralement, quand il y a des manifestations de ce genre, dès qu'on a la présence des forces de l'ordre, c'est tout de suite des gens certainement qui viennent empêcher de tourner en rond. Que non, nous avons l'obligation, je dis l'obligation régalienne, les forces de l'ordre ont l'obligation régalienne, que ce soit la police, la gendarmerie et même plus loin l'armée, d'encadrer toute manifestation sur le territoire national. Donc notre rôle, on n'y a pas dérogé justement. Que ce soit à Daoukro, à Bonoa, à Gagnoa, à Bangolo, partout où il y a eu donc ces manifestations, les forces de l'ordre ont été présentes pour justement jouer leur rôle d'encadrement. Il est même tenu ce rôle est tenu justement dans l'intérêt même des manifestations, des manifestants qui pourraient être, j'allais dire, infiltrés par d'autres gens qui ne sont pas de leur bord. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à Daoukro ou partout, je le répète, nous sommes présents pour encadrer. Donc, et c'est comme ça qu'il faut interpréter notre présence auprès des manifestants. Juste pour ramener la calmie. Alors, à Bono, on l'a vu sur certaines images, un civil porté à bout de bras le commissaire de la ville pour les filtrer des manifestants. Alors, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? On voudrait déjà saluer cet esprit parce que la plupart d'entre nos concitoyens ont compris que les forces de l'ordre, c'est ce que j'expliquais tantôt, ne viennent pas forcément pour les brimer. C'est quand il y a dérapage que nous essayons de faire obstacle. Sinon, le rôle régalien des forces de l'ordre, c'est d'encadrer. Et quand vous comprenez que le commissaire de police n'a aucune autre velléité que de vous aider à ne pas déraper, mais ce sont ces comportements-là que ça donne après. Et nous saluons cela. Il faut comprendre que certainement, c'est des débordements. Ils ont été débordés? Les forces de l'ordre ont été débordées? Non, pas du tout. Je ne parlerai pas en ces termes. Justement, puisque c'était des manifestations désordonnées. Il n'y avait pas d'itinéraire défini au préalable. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, on parle de déclaration de ces manifestations. Pour qu'ensemble, au plan technique, avec les organisateurs, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre puissent s'asseoir pour en définir les itinéraires, pour éviter ces genres de situations. Ce n'est pas forcément parce qu'elles ont été débordées, mais c'est parce que les choses se sont faites par saccade. D'accord. Voilà. Alors, dans ces deux localités, je vais parler de Bonoa, de Daoukro. Est-ce qu'on peut revenir sur le point des enquêtes qui ont été annoncées pour situer exactement les responsabilités? Oui, c'est encore trop tôt. Le bilan que nous venons de faire, il n'est pas forcément exhaustif. Vous avez vu qu'au plan matériel, nous avons seulement dit que l'enquête est ouverte. Et nous voulons laisser le temps aux enquêteurs de faire situer justement les responsabilités. C'est important que de le savoir. Il ne faut pas voir en cela une quelconque, j'allais dire, manigance pour cacher quelque chose. Bien au contraire, il faut que les responsabilités des uns et des autres soient élucidées par une enquête judiciaire qui est déjà ouverte et qui est en cours. D'accord. Alors, à Abidjan, précisément à Yopougon, la Sotra a été visée. Vous l'avez lu dans votre communiqué. Oui. Des bus ont été incendiés. Vous avez même lancé un appel à témoins. Alors, dites-nous, avez-vous une suite, même si vous pensez que c'est trop tôt? C'est vraiment trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Mais vous êtes une bonne piste? Oui, absolument. Les pistes sont bonnes et ça ne va pas tarder. Vous comprenez que tout ce qui se fait aujourd'hui est filmé même par les manifestants. Et donc, il y en a qui sont en train d'être reconnus à travers les vidéos. Donc, les téléphones sont en train de parler. Exactement. Les vidéos sont en train de parler et c'est trop tôt pour l'instant, comme c'est des dossiers confiés à la justice depuis ce matin, pour ceux qui ont été, j'allais dire, interpellés hier, déjà ce matin, ils sont devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Et vous avez parlé de 68 interpellés. Voilà. Je l'ai dit, 68 personnes interpellées, dont un préparateur mystique. Et c'est important, j'y insiste, parce que le préparateur mystique, ça veut dire quoi? Que les choses étaient préméditées à l'avance. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Je voudrais donc dire qu'au-delà même des enquêtes, au nom donc du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Défense, et plus loin de tous les grands commandements, nous voudrons rassurer nos compatriotes de ce que leurs forces de défense et de sécurité ne vont jamais donc trahir leur serment de protection et de sécurisation du territoire national en ce qu'il comporte de population humaine.
Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Dernière question. Des organisateurs de la marche attestent avoir déposé une demande d'autorisation de manifester auprès des autorités compétentes. Dites-nous, avez-vous, oui ou non, reçu un tel document? Bien. Si vous en avez connaissance, bien sûr. Je parle ici au nom de Monsieur le ministre. Oui, est-ce que vous en avez connaissance? Non, pas du tout. Autrement dit, on nous l'aurait dit. C'est vrai que ça clame à gauche, à droite, que nous sommes sous l'empire d'un régime de déclaration. C'est vrai. Mais la déclaration, quand elle est faite formellement, ça laisse le temps aux autorités compétentes donc de s'asseoir, comme je le disais tantôt, avec les demandeurs, les organisateurs, pour définir les itinéraires. Il peut arriver, en étudiant l'opportunité d'une telle manifestation, de la refuser. Mais dans le temps, ça ne veut pas dire que c'est catégoriquement refusé. On regarde les opportunités, on regarde les circonstances pour accorder. Bien entendu, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour ce qui nous est donné de savoir. D'accord. Vous l'avez dit, les forces de l'ordre sont déployées sur l'ensemble du territoire national. Alors, dites-nous, monsieur le commissaire principal, que feriez-vous pour éviter tout débordement à l'avenir? Bien entendu, c'est pour ça que, au nom donc du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais lancer un appel au civisme. Au civisme parce que, de toutes les façons, quand vous avez un esprit civique, que vous devez organiser donc une manifestation, et heureusement que nos grands cadres de l'opposition et tout ça savent la procédure à adopter. Nous serons toujours présents à leur côté pour les encadrer, tant que cela se fera dans les règles de l'art, sous l'empire de la réglementation en vigueur, qui veut que le ministère technique de la sécurité et de la protection civile, le ministère de la décentralisation, donnent leur avis sur la marche et ensemble en définissent les itinéraires. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, monsieur Bleu Charlemagne. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la police nationale, également commissaire principal. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci en tout cas, madame. Je ne saurais partir sans, au nom donc, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous incliner modestement sur la mémoire de tous nos disparus. À jamais, que vraiment, jamais, plus jamais cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire principal, alors la sécurisation assurée par les forces de l'ordre, les populations ont pu vaquer tranquillement à leurs occupations après la journée de tension observée la veille, hier jeudi donc, lors des manifestations de l'opposition ivoirienne. Je rappelle, dans des villes de l'intérieur du pays, notamment Bonois, Daoukro, on enregistre des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels selon les autorités. Abonon déplore un manifestant tué, l'incendie de la brigade de gendarmerie et le commissariat, le saccage du domicile des agents de forces de sécurité. Une enquête est ouverte et le gouvernement ne cesse d'appeler à l'apaisement sur tout le territoire. Le transport est un baromètre clé de la normalité des activités dans la capitale économique. Ici, à Treichville, gare de Bassam, ces minicars reliant Abidjan à Grand Bassam, Bonois et Aboisseau sont sollicités par les voyageurs qui prennent d'assaut les guichets. Aujourd'hui, la route, elle est dégagée. Voilà, donc aujourd'hui, depuis le matin, nous travaillons dans la tranquillité. Voilà. Je suis à mon 3e voyage sur Bassam comme ça. Hier, on n'a pas pu travailler, mais aujourd'hui matin, ça va. C'est mon 2e chargement que j'ai comme ça. Le trafic routier interurbain n'est pas impacté par une quelconque manifestation. Dans la commune voisine de Makori, le trafic sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, notamment sous l'échangeur, est plutôt normal. L'intersection du village Anoumabo, obstruée la veille, retrouve son ambiance des jours ordinaires. À la Riviera Anono, les restaurants et centres commerciaux sont ouverts. Yopougon-Kouté, le marché de friperie est ouvert. Commerçants et clients marchandent à qui mieux mieux. L'offre et la demande sont au rendez-vous. À 100 mètres de là, le palais de justice grouille de monde. Les demandeurs de documents administratifs s'impatientent dans la longue file d'attente pour déposer leurs demandes. Une reprise d'activité sous haute sécurité après les manifestations de la veille dans ce quartier de Yopougon. Les lignes de bus de la Sotra, momentanément perturbées hier, ont repris du service de plus belle. À Sipores,
Les transporteurs et commerçants ont repris le travail. Même constat au Carrefour Sable où la circulation est dense. Sortie de Yopougon est même un calvaire pour ces automobilistes bloqués dans les bouchons sur l'autoroute. On peut le dire, les manifestations d'hier n'ont pas eu raison de la volonté des Ivoiriens de vaquer à leurs occupations. Et les Ivoiriens qui aspirent bien sûr à la paix. Selon le porte-parole de la police nationale, Bleu Charlemagne, que vous avez entendu tout à l'heure, 68 personnes ont été interpellées à l'issue de ces manifestations. Même sort réservé à l'auteur ou aux auteurs de l'incendie des bus de la Sotra, Société des transports abidjanais, dans la commune de Yopougon, fait survenu aujourd'hui vendredi précisément au carrefour académique de cette commune. On en sait plus avec Eric Gori. Un bus brûlant. Ce bus express La Sotra assurait la ligne 212 Niangon-Plateau. Malheureusement, dans sa mission régalienne, le véhicule a été immobilisé ce matin vers 10 h au carrefour Académie à Yopougon par un groupe de personnes. Le chauffeur dépossédé de sa recette et le bus incendié. Un acte de vandalisme dont les raisons restent inconnues et injustifiées. Un certain nombre de jeunes commençaient à lancer des pierres sur nous. Des cailloux sortaient un peu partout, ils ont commencé à encercler le bus. D'abord, c'est un bus qui venait en sens opposé. Bon, là, j'ai été obligé d'arrêter le véhicule. Il y avait 2 ou 3 qui m'ont interpellé. Bon, ils étaient armés de lance-pierres, de goudins, de leur donner ma recette. Bon, c'est ce que j'ai fait. Un autre bus a failli connaître le même sort. Mais heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues. Cependant, les vitres ont volé en éclats. Ce vendredi 14 août, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu visite au commissaire de police de Bonois, Karna Koulibaly, victime d'agression à Bonois lors des manifestations d'hier jeudi dans la dite localité. Le ministre Vagondo Diomandé a exprimé le soutien et la compassion de l'État à l'ensemble des forces de sécurité. Il s'est aussi rendu au chevet d'autres agents des forces de l'ordre internés dans une clinique ici à Abidjan. Le ministre Vagondo Diomandé était accompagné du directeur général de la police nationale et des directeurs généraux adjoints. Et c'est dans ce contexte de retour à l'accalmie qu'on annonce également un retour à la normale au niveau des tarifs dans les transports en commun. Le gouvernement appelle les transporteurs à revenir aux anciens prix au profit des usagers après la levée des mesures restrictives. Notez que des efforts sont consentis au profit du secteur des transports confronté aux conséquences financières liées à la pandémie du Covid-19. Lonsine Bakayoko. Abidjan-San Pedro de 6 500 à 8 500. Abidjan-Gagnois de 3 000 à 5 000 ou encore Abidjan-Bonois de 600 à 800 francs. Les passagers n'en finissent plus de crier leur ras-le-bol contre la surenchère pratiquée par les transporteurs routiers. On n'a qu'à diminuer, on est fatigué, on n'a pas l'argent. En fait, la coûte a commencé tout près pour venir à 800. Ces augmentations, soutiennent les transporteurs, ont été faites malgré eux. Ils mettent en cause les conséquences de la pandémie qui leur a imposé une réduction du nombre de passagers dans les véhicules. Ma voiture est chargée, je vais à Abidjan, ça me fait 6 000. Maintenant, il y a 2 ou 3 personnes qui manquent. Est-ce que j'aurai le même montant pour aller à Abidjan? J'ai un manque à gagner, donc il faudrait que je rattrape ce manque à gagner. Préoccupé par la question, le ministre des Transports, Amadou Koné, a multiplié les rencontres avec les opérateurs du secteur. Celle convoquée ce jeudi a permis de trouver un compromis entre les parties avec 2 points majeurs, à savoir la mise en place de fonds spéciaux et l'allègement des coûts de facteurs. Au regard de ces avancées, il ne devrait plus exister de raisons objectives pour maintenir les tarifs qui avaient subi des hausses spontanées. Nous vous appelons donc à faire en sorte que les prix initiaux, les anciens prix pratiqués avant la pandémie du coronavirus soient appliqués sur le terrain. Que les populations ivoiriennes continuent d'être transportées dans de bonnes conditions et que la question des nouveaux tarifs augmentés ou ajustés soit un mauvais souvenir à partir de cet instant. Le Haut Conseil des transporteurs a lancé une tournée d'explication à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il s'agit d'expliquer les modalités du compromis trouvé avec le gouvernement. Le ministre Amadou Koné a remis des masques de protection à distribuer aux acteurs terrain.
Et dans l'actualité nationale également, les résultats du baccalauréat session 2020 sont connus. Ils ont été rendus publics aujourd'hui et on enregistre un taux de réussite de 40,08% contre 41,23% l'année dernière. Le délai pour les réclamations est fixé du 15 au 17 août prochain. Et pour cette session, notez que plus de 318 000 candidats étaient en lice. Grâce Kando. 40,08%, c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2020 contre 41,23% en 2019. Cet examen s'est déroulé dans les normes malgré la crise sanitaire de la COVID-19. Au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Les cas de fraude découverts et les manquements professionnels constatés seront transmis à la Commission nationale de discipline pour une stricte application des textes réglementaires. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures, à savoir du samedi 15 au lundi 17 août. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le mardi 18 août, clôturant ainsi la session 2020. Il y avait de la joie, mais aussi des pleurs. Je vous conduis à présent dans des centres où les résultats du baccalauréat session 2020 ont été proclamés ce vendredi. Nos équipes ont sillonné quelques établissements du district d'Abidjan. Ils vous partagent ici l'ambiance. Lycée classique d'Abidjan. Il est 14 h. Dans ce centre, plus d'une centaine de candidats attendent impatiemment leurs résultats du baccalauréat session 2020. Esther, élève en terminale D, à l'exemple de ses amis, doit affronter les réalités des résultats de cet examen, sanctionnant la fin des études secondaires. J'appréhende un peu les résultats et tout, mais quand même j'ai confiance au Dieu d'abord, et puis j'espère que ce sera beau. À l'heure de la proclamation des résultats, les candidats rejoignent les salles et suivent les instructions des encadreurs. Mesures anti-Covid obligent. Nous allons vous remettre vos relevés. Si on dit le nom d'un candidat qui vient faire la vice-présidence, il prend son relevé et il sort de la salle. À la distribution des relevés de notes, Esther ne peut retenir ses émotions. Elle vient d'être reçue au bac avec 223 points. Ses amis sont également admis. Je suis contente. Je dis merci. Je compte aller à l'université. Si possible, faire du droit. Je rentre à la maison d'abord, crier avec mes parents et puis ensuite aller sauter de joie avec mes amis. À Marcory, dans ce centre d'examen, on comptabilise un taux de réussite de 50%. La tristesse, le désespoir des récalés côtoient la joie des admis. Je viens d'avoir mon bac avec la mention assez bien. Je suis vraiment heureux et je remercie le bon Dieu avec mon maître. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu, ce que Dieu a dit, de ne pas se décourager, ça va aller, l'année prochaine, ça va aller, tout ce que Dieu fait est bon. Même son de cloche dans ce centre à Trècheville. Ici, le président du jury se prépare à réceptionner les réclamations et préparer un bilan, selon le règlement de la direction des examens et concours DECO. Les tables sont dressées dehors pour recevoir les réclamations. Donc demain, nous recevons les réclamations jusqu'à dimanche à 14 h. Nous recevons les réclamations. À partir des réclamations, on fait nos fiches et on va au jury spécial pour rétablir ceux qui ont été lésés dans leurs droits. Le baccalauréat session 2020 a enregistré 124 428 admis sur 318 995 candidats, avec un taux de réussite de 40,08%, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, félicitations aux nouveaux bacheliers, courage aux autres, car dit-on, l'échec est souvent la voie du succès.
Je vous livre à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, CEI, invite les candidats à la candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à prendre rendez-vous auprès du secrétariat permanent de la CEI 48 heures avant le dépôt de leur dossier de candidature. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Communiqué signé du secrétaire permanent Kwame Adjoumani et Pierre. Un autre communiqué, toujours de la CEI, la Commission électorale indépendante informe les partis et groupements politiques en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. Il sera procédé du 22 au 28 août 2020 à l'installation des commissions électorales locales, CEL, et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger. La Commission électorale indépendante invite par conséquent chaque entité membre de la commission centrale de la CEI à lui communiquer la liste de ses représentants dans les CEL et CRD concernés le 20 août 2020 au plus tard. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Communiqué toujours et signé du secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Autre actualité nationale, c'est la région de la Marawe, au centre-ouest du pays, qui va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, du 23 au 26 septembre prochain. Le lancement de cette visite a été fait hier ici à Abidjan par les filles et les fils de la région de la Marawe. C'était en présence du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage signé Issa Chunayeo. Pour la première fois, la région de la Marawe va accueillir la visite d'État d'un président de la République. En effet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans cette région du 23 au 26 septembre 2020. Élus et cadres sont la mobilisation pour une réussite de l'événement. La Marawe dans son ensemble, la Marawe dans sa diversité, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité religieuse, diversité politique, nous serons un pour faire de cette visite d'État une visite inédite. Il s'agira tout de suite d'identifier les besoins de notre région et faire en sorte qu'après la visite, nous soyons heureux. Nous ayons des routes, nous ayons des châteaux d'eau, nous ayons de l'électricité, nous ayons des centres de santé, nous ayons des collèges de proximité. La région de la Marawe regorge d'énormes potentialités touristiques, culturelles et économiques. Des atouts à mettre en valeur au cours de cette visite du chef de l'État, selon le ministre de l'Administration, du territoire et de la décentralisation. La Marawe, région au potentiel économique et touristique indéniable, qui a honoré la Côte d'Ivoire au plan culturel mondial à travers l'inscription par l'UNESCO de son masque Zaouli au patrimoine immatériel de l'humanité, constitue la dernière étape de des visites d'État du président de la République. La visite d'État dans votre région revêt un caractère historique. Une visite d'État, en effet, est justement le plus grand événement dans la vie d'une région. Le ministre Sidiki Diakité invite tous les fils et toutes les filles de la Marawe à assurer un accueil exceptionnel au président de la République Alassane Ouattara au cours de cette visite mémorable pour la région, la Marawe, au mois de septembre prochain. Et la Côte d'Ivoire reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation pour stopper la pandémie.
Voilà, on retrousse les manches pour venir à bout du coronavirus dans notre pays. Une pandémie qui sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce vendredi 14 août révèlent 46 cas confirmés sur 929 échantillons prélevés, 196 nouvelles guérisons et malheureusement on déplore un décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 3106 cas actifs. L'heure n'est donc pas au relâchement, mais plutôt au respect des gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a procédé à l'inauguration, c'était à Korogo, dans le nord du pays, à l'inauguration donc du dépôt régional des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. L'objectif est clair, c'est d'améliorer l'offre des services de vaccination et ce dépôt desservira les districts sanitaires du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Kabadougou et du Foulon. On en sait plus avec notre correspondant sur place, à Mississoko. Un dépôt régional de vaccins et consommables flambant neuf à Korogo, constitué essentiellement de 4 chambres froides d'une capacité totale de 120 000 litres, d'un magasin de stockage de 3 bureaux et de 2 groupes électrogènes. Ce dépôt permettra de stocker et de conserver les vaccins du programme élargi de vaccination PEV dans de meilleures conditions en vue de protéger les enfants de 0 à 11 mois. Entre autres, les vaccins contre les diarrhées, la poliomyélite, la méningite A, le tétanos pour les femmes enceintes et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour les filles de 9 ans. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement ivoirien, Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'UNICEF. La vaccination demeure en matière de santé publique l'une des interventions les plus efficaces avec l'un des meilleurs rapports coût-efficacité. Grâce à la vaccination, la Côte d'Ivoire a éliminé le tétanos néonatal depuis 2013 et est en bonne voie contre la polio dans le pays. Ce dépôt régional de vaccins va desservir plus aisément les districts sanitaires de Poro, Bagoué, Tchologo, Kabadougou et Folon. La remise officielle a été l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, d'inciter les populations à s'approprier la vaccination. L'épidémie de la Covid-19, accentuée par l'émergence de messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux et de polémiques autour d'un supposé vaccin testé en Afrique contre la Covid, ont des répercussions sur l'utilisation des services de vaccination. Ces perturbations des services de vaccination, même pendant de brèves périodes, augmentent la survenue d'éventuelles épidémies de rougeole, de poliomyélite et de méningite. 800 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. Pour la supervision du travail des centres de santé, la tutelle offre aux agents du PEV un véhicule et une moto. Le ministre Eugène Aka Awele a saisi l'occasion pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du centre Covid-19 au CHR de Korogo. Et les lignes bougent également dans le domaine du tourisme et des loisirs. Un atelier de restitution des résultats d'une étude socio-anthropologique pour la promotion des pratiques ludiques de Côte d'Ivoire vient de se tenir. L'objectif est de faire la promotion, notez-le, des jeux traditionnels dans notre pays, comme nous l'explique Patricia Moitia. Lutte traditionnelle et jeux de cailloux dans le Tonkoui, jeux de course et jeux de cache d'objets dans le Gbeke, spirale de niveau et jeux de coquilles d'escargot dans le Gontougo, jeux d'awalé et bien d'autres jeux traditionnels. Selon ces chercheurs, ces jeux traditionnels qui jouent un rôle prépondérant dans la transmission de la culture sont en voie de disparition. Aujourd'hui, essentiellement, vous allez partout, c'est l'awalé. C'est le seul jeu qui est connu. La majorité des jeux traditionnels qui est issu de nos cultures ivoiriennes sont en phase de disparition. Nous avons sillonné dans une dizaine de localités du pays pour recueillir les valeurs culturelles en termes de jeux traditionnels, leurs pratiques, afin de voir, de penser comment nous pouvons traduire ça de façon didactique dans des outils d'enseignement pour que cela soit enseigné aux enfants dans les écoles, dans les clubs de loisirs. Face à un tel constat, le ministre du Tourisme et Loisirs, Siandou Fofana, entretient l'espoir de valoriser et promouvoir notre patrimoine ludique. Son conseiller technique en charge des stratégies qui le représentait à cet atelier a indiqué que les jeux traditionnels jouent un rôle important dans la transmission des valeurs d'une société. Promotion et valorisation des jeux traditionnels, justement pour intervenir dans la cohésion sociale et la solidarité entre les peuples ivoiriens.
L'objectif final de l'étude socio-anthropologique initiée par la Direction des loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs depuis 2017 est de recueillir et classifier les jeux traditionnels ivoiriens à des fins de promotion touristique et d'éducation citoyenne. Bien réadaptés, ces jeux traditionnels seront des produits culturels d'appel touristique. Et justement, ce sera donc l'occasion d'attirer des investisseurs dans notre pays. La Côte d'Ivoire, on le sait, est le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. Et la nouvelle ambassadrice de notre pays en Turquie veut augmenter le volume des échanges commerciaux. Et notez que la diplomate ivoirienne a présenté ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais quelle est la stratégie qu'elle entend utiliser pour booster les échanges économiques entre les deux pays? On en sait plus avec Michel Digri. La Côte d'Ivoire et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1998. Depuis octobre 2019, la nouvelle ambassadrice se nomme Kadigata Touré. Elle a présenté ses lettres de créance au président Recep Tayyip Erdogan le 14 juillet dernier. Elle livre ses priorités. En ce qui concerne ma mission, elle consiste à renforcer les acquis de la coopération et à diversifier les axes de coopération. Pour rappel, les deux présidents, à la faveur des visites réciproques qu'ils avaient effectuées dans les deux capitales, à savoir le président Ouattara en 2015 à Ankara et le président Erdogan en 2016 à Abidjan, les deux présidents donc avaient clairement exprimé l'ambition de porter les chiffres du commerce entre les deux pays à hauteur de 1 milliard de dollars, lesquels chiffres se situent pour l'instant autour de 450 millions de dollars. Il nous appartient de faire en sorte que cet objectif de 1 milliard soit atteint. Pour y arriver, l'ambassadrice veut aller au contact des hommes d'affaires turcs. Nous avons participé à un webinaire qui est une sorte de rencontre interactive en ligne. Et au cours de ce webinaire, nous avons fait une présentation sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et nous avons à cette occasion mis l'accent sur la volonté du gouvernement de recevoir des industries de transformation de nos matières premières afin d'ajouter de la valeur à nos produits d'exportation. Ce genre d'initiative, nous proposons de les multiplier. Et d'ailleurs, dès que la situation sanitaire le permettra, nous irons au contact physique des milieux d'affaires turcs pour vendre la destination Côte d'Ivoire, pour faire la promotion de nos produits et pour convaincre les milieux d'affaires turcs de nouer des partenariats avec des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire afin d'accroître les chiffres du commerce. Environ 1200 Ivoiriens résident en Turquie. L'ambassadrice entend les accompagner au mieux pour améliorer leurs conditions de vie. Bientôt, elle procédera au lancement de l'opération de délivrance des cartes consulaires. Demain samedi 15 août, l'Église catholique va célébrer la fête de l'Assomption qui marque l'élévation de Marie au ciel. Cette fête est célébrée depuis le VIe siècle. Mais qui est Marie dans l'Église? Quel est son rôle et son importance? Élément de réponse avec notre reporter Grace Kando. Quand j'étais malade, au fait, j'ai fait radio, on a vu que le doigt était pourri. On m'a dit on va couper ma main. Et puis quand je suis venue, en tout cas, me confier d'abord à Jésus d'abord. Et après, je suis allée à la Vierge Marie. J'ai dit, c'est toi, ma mère. Je viens me confier à toi. Intercède pour moi et ma main est guérie. Ce témoignage de Germaine, paroissienne de Notre-Dame de Trècheville, montre son attachement à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle a toute sa place dans l'Église catholique. À la fin de sa vie terrestre, a été élevée par Dieu. À travers la récitation du chapelet, disons, à travers le rosaire, c'est la Vierge Marie qui feuillette avec nous l'Évangile. C'est quoi le rosaire en réalité? C'est la méditation des grandes étapes de la vie du Christ, depuis sa naissance jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Marie, la mère de l'Église catholique, est donc indispensable dans la foi des fidèles. Un tour au sanctuaire marial national. Ici, les fidèles préfèrent se mettre sur les pelouses au lieu d'occuper les espaces prévus. Chacun a son témoignage et ses intentions de prière.
Je suis venu confier ma famille, mes projets, mes différentes activités à la Vierge Marie et surtout la Côte d'Ivoire et qu'elle étende sa main sur ce beau pays. La Vierge, elle est pour moi un symbole, elle est pour moi une mère. Et tout ce que j'ai fait, j'ai demandé à la Vierge, je l'ai obtenu. Elle est la meilleure intercessrice, elle est la meilleure médiatrice. Elle est notre secours, elle est notre recours. Et c'est par elle que nous allons vers son Fils. Nous avons des activités, des formations pour que nous continuions notre vie de chrétien, mais centrée sur la Vierge Marie. Également, nous participons à la vie du sanctuaire marial, à l'entretien du sanctuaire marial. Lieu de ressourcement spirituel, de méditation, de rencontres personnelles avec Dieu et Marie, le sanctuaire marial accueille 500 pèlerins par jour. Fait marquant, la plupart des fidèles viennent avec des fleurs. Les fleurs, c'est le symbole de l'expression de notre amour pour Marie et c'est l'expression aussi pour lui dire merci. Tous les chrétiens qui viennent offrir des fleurs, c'est simplement pour dire « Maman, je t'aime ». Et je te dis merci pour ton intercession, merci pour ta présence maternelle. En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle veillée de l'Assomption ne se tiendra pas. Consacré par feu le cardinal Yago en 1987, le sanctuaire marial est en ce moment en chantier. Comme toute maison, après 33 ans, elle a besoin d'être réhabilitée et d'être rénovée. Donc nous sommes dans cette dynamique, tous ceux et celles qui veulent bien soutenir le sanctuaire qui est national, pour que le sanctuaire soit toujours accueillant, soit toujours propre et nous permette de prier. Vos dons et vos générosités seront les bienvenus. Selon le père Eugène Adingra, ce sanctuaire marial national accueille toutes les confessions religieuses avec une seule intention, se confier à la Vierge Marie. Et en raison de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 15 août 2020, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. La situation est de plus en plus tendue en Méditerranée orientale où la Grèce et la Turquie poursuivent le bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures. Tout en campant sur ses positions, la Turquie, isolée dans ce dossier, dit souhaiter une solution négociée. Recep Tayyip Erdogan a ainsi déclaré s'être mis d'accord avec la chancelière allemande Angela Merkel pour tenter d'apaiser les tensions. Fin de ce 20h, promouvons la paix. Très belle soirée. Prenez soin de vous à demain 20h.